Le tic-tac régulier de la vieille horloge comtoise dans l'entrée semblait scander le rythme de la vie d'Élise. Une vie ordonnée, réglée comme le papier à musique dont elle tournait les pages avec une application méticuleuse, les comptes de la maison, la gestion des investissements qui assuraient leur confort cossu, le suivi des affaires de la petite entreprise de textile qu'elle avait héritée de son père et sauvée de justesse quelques années plus tôt. Assise à son bureau en acajou massif, sous la lumière douce de l'abat-jour en soie plissée, elle alignait les chiffres avec une concentration sans faille. Dehors, le jardin méticuleusement entretenu offrait une image de sérénité parfaite, une image qui ne correspondait plus tout à fait à ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Un léger frisson la parcourut malgré la chaleur ambiante. « Élise, ma chérie ?» La voix de Marc, son mari, l'attira de ses pensées. Il entra dans le bureau, un sourire charmeur aux lèvres, impeccablement vêtu de son éternel cachemire bleu marine. Je discutais avec maman au téléphone. Elle pensait qu'un petit week-end à Deauville nous ferait le plus grand bien. Changer d'air, tu comprends? L'hôtel Barrière serait parfait. Il s'approcha, posa une main sur son épaule. Un geste tendre en apparence, mais qu'Élise percevait désormais comme une prise de possession calculée. Elle leva les yeux de ses registres. Deauville? Marc, nous en avons parlé. Les travaux de la toiture de la maison de campagne ne peuvent plus attendre. Et j'espérais pouvoir enfin remplacer cette vieille chaudière avant l'hiver prochain. Ce sont des dépenses importantes, nécessaires. Sa voix était calme, presque neutre, mais une lassitude infinie pesait sur chaque syllabe. Combien de fois avait-elle eu cette conversation? Combien de fois ses priorités raisonnables avaient-elles été balayées par leurs désirs impulsifs? Oh, Élise, toujours si sérieuse, intervint Sylviane, sa belle-mère, qui était entrée sans bruit derrière son fils. Grande, droite, le chignon argenté impeccable, elle la toisa avec ce regard froid qui la mettait si mal à l'aise. Un peu de détente ne ferait pas de mal. Marc travaille si dur. Et puis, ces vieilles pierres peuvent bien attendre un peu. L'argent est fait pour être dépensé, n'est-ce pas? Surtout quand on a la chance d'en avoir. Le sous-entendu était clair, l'argent venait d'Élise, et il était à leur disposition. Élise sentit la colère monter, une vague brûlante qu'elle s'efforça de contenir. Elle se souvenait de son propre rêve, mis de côté depuis si longtemps, reprendre des études d'histoire de l'art, juste pour elle, pour le plaisir. Une idée balayée d'un revers de main par Marc, à quoi bon, chérie? Nous avons tout ce qu'il faut, et tourné en ridicule par Sylviane, des enfantillages. Concentre-toi sur des choses utiles. Utiles pour eux, bien sûr. Elle ravala sa réplique, se contentant de murmurer, je vais voir ce que je peux faire, mais je ne promets rien. Les chiffres sont serrés ce mois-ci. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle montait se coucher, épuisée non pas par le travail mais par cette tension constante, elle passa devant la porte entr'ouverte du petit salon. Les voix de Marc et Sylviane, basses mais distinctes, lui parvinrent. « Ne t'inquiète pas, mon fils, disait Sylviane. Elle finira par céder. Elle est raisonnable, Élise. Elle sait où est son devoir. Et puis, entre nous, tant qu'elle tient les cordons de la bourse si efficacement, pourquoi se plaindre? Elle gère tout ça bien mieux que toi tu ne le ferais jamais. Elle a ça dans le sang, on dirait. C'est pratique. » Marc eut un petit rire suffisant. « Tu as raison, maman. Elle est notre meilleure garantie. Il faut juste savoir la manier. Un petit compliment par-ci, un petit caprice par-là, elle ne résiste pas longtemps. » Élise resta figée sur le palier, le souffle coupé. Ce n'était pas la découverte d'une trahison fracassante, non. C'était pire. C'était la confirmation froide, détachée, de ce qu'elle savait déjà au fond d'elle-même mais refusait d'admettre. Elle n'était pas une épouse, une partenaire, une belle-fille. Elle était une fonction. Une garantie. Un portefeuille pratique qu'il suffisait de manier. Les mots résonnaient dans le silence de la maison, froid et tranchant comme du verre brisé. La façade si soigneusement entretenue venait de voler en éclats, révélant la structure laide et intéressée qui se cachait derrière. Elle n'entra pas dans la chambre tout de suite. Elle se dirigea vers la grande fenêtre du couloir qui donnait sur le jardin endormi. La lune éclairait les rosiers qu'elle avait plantés avec tant d'amour. Une immense tristesse l'envahit, suivie de près par une résolution nouvelle,
dur comme l'acier. Fini la complaisance. Fini les sacrifices silencieux. Ils voulaient une leçon? Ils allaient la voir. Une leçon qu'ils ne seraient pas prêts d'oublier. Dans le reflet de la vitre, son regard n'était plus celui d'une victime résignée, mais celui d'une stratège qui venait de choisir son champ de bataille. Le tic-tac de l'horloge comtoise sembla soudain sonner le début d'un nouveau compte à rebours. Leur temps était compté. Les jours qui suivirent cette nuit de révélation glaciale prirent une teinte différente pour Élise. Extérieurement, peu de choses semblaient avoir changé. Elle continuait de gérer la maison, les comptes, l'entreprise, avec la même efficacité tranquille. Elle répondait aux questions de Marc sur les finances par des réponses polies mais légèrement évasives, évoquant une nécessaire prudence ou des délais bancaires imprévus. Elle supportait les visites de Sylviane avec une courtoisie distante qui déconcertait légèrement la vieille dame, habituée à plus de déférence, voire de soumission. Mais sous cette surface lisse, une activité fébrile et secrète avait commencé. Les nuits d'Élise étaient devenues son domaine réservé. Une fois Marc endormi, elle se glissait hors du lit et rejoignait son bureau, non plus seulement pour aligner les chiffres courants, mais pour plonger dans les archives. Relevés bancaires des 10 dernières années, anciennes déclarations fiscales, correspondances professionnelles et personnelles de Marc qu'elle avait négligemment classées au fil du temps, tout était examiné à la lumière crue de sa nouvelle compréhension. Elle se procura une nouvelle tablette électronique, bon marché et discrète, utilisée uniquement pour ses recherches nocturnes, articles sur le droit de la famille, conseils pour protéger son patrimoine, forums où des femmes partageaient, sous couvert d'anonymat, des expériences douloureusement similaires. Chaque information glanée était une pierre ajoutée à l'édifice de sa stratégie. Un après-midi, sous prétexte d'un grand rangement de printemps dans le bureau de Marc, une pièce souvent négligée où s'entassaient papiers administratifs et projets avortés, elle mit la main sur une vieille boîte à chaussures oubliée au fond d'une armoire. Elle contenait pêle-mêle de vieilles photos, des programmes de théâtre jaunis et, curieusement, plusieurs talons de chèque d'une banque dont elle ignorait que Marc ait jamais été client. Les dates remontaient à près de 15 ans, avant leur mariage. Intriguée, elle nota discrètement les références du compte et le nom de l'agence bancaire, située dans une autre ville. Quelle était l'origine de cet argent? Et pourquoi ce compte semblait-il avoir disparu de la circulation? Cela ne prouvait rien pour l'instant, mais un instinct lui disait de conserver précieusement cette information. Une autre pièce venait de s'ajouter au puzzle complexe qu'elle assemblait dans l'ombre. Elle commença aussi à agir sur le front financier, avec une subtilité calculée. Prétextant une réorganisation pour optimiser les frais de gestion de l'entreprise textile, elle fit ouvrir un nouveau compte professionnel à son seul nom, y transférant une partie des flux de trésorerie sous couvert d'une meilleure visibilité comptable. Elle contacta également son notaire, Maître Dubois, un homme âgé et discret qui avait géré la succession de son père. Sous le sceau de la confidence, elle lui demanda des renseignements généraux sur les régimes matrimoniaux et la protection des biens propres en cas de difficultés imprévues. Maître Dubois, flairant peut-être une situation délicate sans poser de questions directes, lui fournit des brochures et des explications claires, soulignant l'importance de la traçabilité des fonds. Chaque geste était pensé, mesuré, pour ne pas éveiller les soupçons tout en renforçant ses défenses. Un samedi matin, cherchant à échapper à l'atmosphère pesante de la maison, elle se rendit à une exposition de peintres locaux dans la petite galerie du centre-ville. Elle aimait l'odeur de la térébenthine et le silence respectueux des lieux. C'est là, devant une marine aux couleurs vibrantes, qu'elle entendit une voix familière. « Élise ? C'est bien toi ?» C'était Julien Delaunay, un ami perdu de vue depuis l'université. Lui avait poursuivi dans la voie artistique, devenant photographe. Il avait les mêmes yeux rieurs, mais son regard s'attarda sur elle avec une curiosité bienveillante. « Tu as l'air différente », dit-il doucement après les politesses d'usage. « Plus intense, peut-être. Tout va bien ?» Élise fut surprise par sa perspicacité. Elle se contenta d'un sourire évasif. « La vie, Julien. Elle nous façonne. Mais c'est bon de te revoir. Tu exposes ?» Ils discutèrent quelques instants, un échange léger mais qui laissa à Élise une impression de chaleur inattendue. Revoir quelqu'un qu'il avait connu avant Marc, avant cette vie d'apparence, lui rappela fugacement la femme qu'elle avait été, pleine de rêves et d'aspirations. Ce soir-là, dans le silence de son bureau,
Entourée de ses dossiers, Élise contempla le chemin parcouru en quelques semaines. La colère initiale avait fait place à une détermination froide et méthodique. Elle avait maintenant des pistes, des outils, et l'ombre d'un soutien potentiel en la personne de Julien, même s'il ignorait tout. La boîte à chaussures contenant les vieux talons de chèque était rangée en lieu sûr. Le nouveau compte professionnel était opérationnel. Les informations légales commençaient à s'éclaircir. Elle était devenue l'architecte patiente d'un plan dont Marc et Sylviane ne soupçonnaient rien. La route serait longue et semée d'embûches, elle le savait. Mais pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus seulement victime. Elle se sentait actrice de son propre destin. Et elle irait jusqu'au bout. Le premier signe tangible que quelque chose avait changé arriva un mardi matin, sous la forme d'une simple enveloppe posée près de l'assiette de Marc au petit déjeuner. Ce n'était pas une facture inhabituelle, mais le relevé mensuel de leur compte joint principal. Élise, sirotant son thé avec un calme olympien, avait simplement dit « J'ai marqué les dépenses personnelles de chacun ce mois-ci, Marc. Il serait bon que nous regardions ensemble comment équilibrer un peu mieux les choses. Les réserves ne sont pas illimitées. » Marc, d'abord distrait, fronça les sourcils en découvrant le solde, nettement inférieur à ce qu'il imaginait. Un léger froncement de sourcils apparut aussi chez Sylviane, présente comme souvent pour le petit déjeuner, qui jeta un regard interrogateur à son fils puis à Élise. « Un problème, Élise ?» demanda-t-elle d'un ton faussement mielleux. « D'habitude, vous gérez cela si, discrètement. » Élise soutint son regard, une pointe d'acier dans les yeux. « Il n'y a pas de problème, Sylviane. Juste une nécessité de clarification et de gestion prudente. Comme dans toute bonne maison. » Les semaines suivantes, les « tremblements » se firent plus fréquents. Marc tenta d'acheter une nouvelle montre de luxe, un petit plaisir bien mérité, selon lui, mais sa carte de crédit personnel, habituellement alimentée par des virements généreux depuis le compte géré par Élise, fut refusée. Furieux et humilié, il rentra à la maison et exigea une explication. Élise, préparant le dîner, se tourna vers lui, les mains couvertes de farine. La carte de l'entreprise est réservée aux frais professionnels, Marc. Quant à tes dépenses personnelles, tu as vu le relevé du compte joint. J'ai dû prioriser les paiements essentiels ce mois-ci, notamment l'acompte pour la réfection de la toiture. Sa voix était posée, factuelle. Aucune trace d'excuse ou de nervosité. Marc resta interdit. L'argument était logique, imparable, mais c'était la première fois qu'Élise lui opposait une fin de non-recevoir aussi directe sur une question d'argent personnel. Il tenta le charme, la supplication voilée, mais se heurta à un mur de douce fermeté. Nous devons tous faire attention, Marc. L'époque est moins facile. Sylviane, de son côté, sentit aussi le vent tourner. Sa demande pour financer une petite cure de thalassothérapie indispensable pour ses nerfs fut accueillie par un sourire poli d'Élise et une suggestion alternative. Pourquoi ne pas profiter des bienfaits de notre propre jardin, Sylviane? Un peu de marche au grand air, c'est excellent pour la santé et bien plus économique. La vieille dame manqua de s'étouffer avec son thé. Elle se plaignit amèrement à Marc plus tard, « Ta femme devient étrange. Avare, presque. Elle qui était si accommodante. Que se passe-t-il donc? Tu devrais lui parler sérieusement. » Marc, lui-même désemparé et commençant à ressentir une vague inquiétude, promit d'y voir plus clair, mais ses tentatives de discussion se heurtaient à des réponses logiques et à une sérénité nouvelle chez Élise qui le désarçonnait. Elle n'était plus sur la défensive, elle semblait simplement appliquer des règles de bon sens qu'il était difficile de contester ouvertement sans révéler leur propre dépendance égoïste. Élise observait leurs réactions avec une attention renouvelée. Leur désarroi face à la moindre restriction, leur incapacité à envisager des solutions alternatives ou à réduire leur train de vie, tout cela confirmait la justesse de sa démarche. La tristesse de la trahison était toujours là, mais elle était désormais doublée d'une sorte de pitié froide pour leur manque flagrant de caractère et d'autonomie. Sa propre confiance, en revanche, grandissait à chaque petite victoire silencieuse. Elle se sentait plus droite, plus solide. Un après-midi, elle reçut un appel de Julien. Il avait vu une de ses photos publiées dans un magazine d'art et voulait partager sa joie. La conversation fut brève, centrée sur son succès à lui, mais l'entendre parler avec passion de son travail rappela à Élise ses propres rêves enfouis.
Tu devrais venir voir mon exposition le mois prochain, lança-t-il avant de raccrocher. Ça me ferait plaisir. L'invitation résonna agréablement en elle, comme une promesse de lumière dans la grisaille de son quotidien. Le point culminant de cette phase fut lorsque le virement mensuel que Marc attendait pour couvrir certaines dépenses personnelles, un arrangement tacite qui durait depuis des années, n'arriva tout simplement pas. Paniqué, il confronta Élise. Le virement, Élise. Il n'est pas arrivé. Il y a un problème avec la banque? Elle le regarda calmement. Non, Marc. Il n'y a pas de problème. J'ai simplement suspendu ces virements non justifiés par une dépense professionnelle ou domestique claire. L'argent de l'entreprise doit rester dans l'entreprise, surtout en période d'incertitude économique. Tu comprends, n'est-ce pas? Nous devons être responsables. Le mot « responsable » sembla flotter dans l'air, lourd de sous-entendus. Marc la fixa, pâle, commençant enfin à comprendre que ce n'était pas une simple phase de rigueur budgétaire passagère. Quelque chose de fondamental avait changé dans la dynamique de leur couple, dans la structure même de leur vie confortable. Les premiers tremblements annonçaient une secousse bien plus importante à venir. Il se tourna vers sa mère, qui venait d'entrer, un regard mêlé d'incompréhension et d'une colère naissante dans les yeux. La bataille silencieuse venait d'entrer dans une nouvelle phase. La tempête éclata une semaine plus tard, un jeudi soir pluvieux qui semblait présager le drame à venir. Élise était dans le salon, tentant de lire, mais son esprit était ailleurs, tendu vers l'inévitable confrontation qu'elle sentait imminente. Marc entra d'un pas lourd, le visage fermé, suivi de près par Sylviane, dont les lèvres minces formaient une ligne dure. L'atmosphère s'alourdit instantanément. Marc ne prit même pas la peine de s'asseoir. Il resta debout devant elle, les poings serrés. « Élise, il faut qu'on parle. Sérieusement. » Sa voix était basse, mais chargée d'une colère contenue. Sylviane se posta à côté de lui, comme un général inspectant ses troupes avant la bataille. « J'écoute, Marc, » répondit Élise en posant son livre, son cœur battant un peu plus vite malgré sa préparation mentale. Elle garda un ton neutre. « Il ne s'agit pas d'écouter, il s'agit d'agir, » explosa Marc, perdant déjà son calme. « J'ai reçu un appel aujourd'hui. Un dernier avertissement avant poursuite pour le prêt de la voiture de sport. L'échéance est demain. Ils vont la saisir, Élise. Tu te rends compte de l'humiliation? Tout ça parce que tu joues à la comptable rigide depuis quelques semaines. Il faut que tu fasses un virement. Immédiatement. Il n'y aura pas de saisie si les paiements sont faits à temps, intervint Sylviane d'un ton glacial. C'est ton devoir, Élise, de veiller à la stabilité financière de ce foyer. Marc a besoin de cette voiture pour son image, pour ses affaires. Tu ne peux pas le laisser tomber comme ça. Pense à notre famille, à notre réputation. Élise les regarda tour à tour, leur panique et leur mauvaise foi étalées au grand jour. C'était donc ça, l'urgence. Pas une question de survie, mais une question d'image, de luxe devenu indispensable. La froide résolution qui l'habitait depuis des semaines se solidifia encore. « Je suis désolée pour cette situation, Marc, dit-elle calmement. Mais comme je te l'ai déjà expliqué, les fonds de l'entreprise sont réservés à l'entreprise. Et le compte joint ne dispose pas de cette somme. J'ai dû couvrir les charges prioritaires, y compris les impôts fonciers que nous avions laissés traîner. Ce prêt pour la voiture était une extravagance que nous ne pouvions pas nous permettre, je te l'avais dit à l'époque. » Une extravagance, siffla Sylviane. C'est toi, l'extravagance. Avec tes airs de grande dame qui contrôle tout. D'où vient cet argent, après tout? De ton père. Sans cet héritage, tu ne serais rien. Tu nous dois bien ça. L'argent n'a pas disparu, répliqua Élise, sa voix montant légèrement pour la première fois. Elle se leva et se dirigea vers son bureau, revenant avec une simple chemise cartonnée. Elle en sortit quelques feuilles qu'elle posa sur la table basse devant eux. J'ai passé un peu de temps à analyser les dépenses des 2 dernières années. Celles qui ne concernent ni la maison, ni l'entreprise. Voilà. Les voyages impromptus, les restaurants étoilés chaque semaine, les petits plaisirs de Marc, tes indispensables cures, Sylviane. Regardez les totaux. L'argent n'a pas été caché. Il a été dépensé. Par vous.
Les chiffres étaient là, noir sur blanc, implacables. Marc devint livide. Sylviane ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ils étaient pris au piège de leur propre prodigalité. Mais la panique reprit vite le dessus. « Tu as fait ça dans notre dos », hurla Marc. « Tu as fouillé, manigancé. C'est odieux. Tu essaies de nous détruire? De te venger ?» Il fit un pas vers elle, menaçant. Élise ne recula pas. Elle le fixa droit dans les yeux. C'était le moment. Le point de non-retour. Sa voix, quand elle reprit la parole, était à peine un murmure, mais elle trancha l'air comme une lame de glace. « Me venger? Non, Marc. Juste comprendre. Et en cherchant à comprendre, on trouve parfois des choses intéressantes. » Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer, lourd de menaces. Par exemple, en rangeant tes vieux papiers, cette boîte à chaussures. Je suis tombée sur les relevés d'un compte bancaire que je ne connaissais pas. Au Crédit Beauvais, agence de Lille. Un compte apparemment bien fourni à une époque, puis clôturé précipitamment juste avant notre mariage. Avec des mouvements de fonds assez conséquents vers une destination inconnue. Le visage de Marc se décomposa. Il sembla perdre 10 ans d'un coup. Il chancela légèrement, comme s'il avait reçu un coup physique. Élise tourna alors son regard vers Sylviane, qui la fixait avec des yeux ronds de stupeur et de haine. « Et vous, chère Sylviane ?» continua Élise sur le même ton faussement doux, « je me suis permis de contacter Maître Dubois pour clarifier certains points concernant la succession de mon père. Il a une mémoire remarquable, vous savez. Il se souvient très bien de certaines avances, ou prêts personnels, qu'il vous avait consentis à l'époque, sur l'insistance de mon père, et qui, curieusement, n'ont jamais été formellement remboursés. Des sommes non négligeables, qui pourraient intéresser le fisc si elles étaient requalifiées en donations déguisées, n'est-ce pas? » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marc et Sylviane la regardaient comme si elle était une étrangère, une ennemie redoutable qu'ils avaient totalement sous-estimée. La panique dans leurs yeux avait fait place à une terreur nue. Ils comprenaient. Ils comprenaient qu'Élise savait. Qu'elle avait des armes. Et qu'elle n'hésiterait plus à s'en servir. La façade de la famille unie et aimante venait de s'effondrer définitivement, révélant les fondations minées de secrets et de mensonges. Plus rien ne serait jamais comme avant. Le véritable combat commençait à peine. Le silence qui suivit la révélation d'Élise fut plus lourd que toutes les paroles échangées. Marc et Sylviane restèrent pétrifiés, le visage décomposé par un mélange de peur et d'incrédulité. Élise les contempla un instant, sans haine mais avec une infinie lassitude. « Je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter, » dit-elle d'une voix calme mais définitive. « J'appellerai Maître Dubois dès demain matin pour entamer les procédures de séparation de biens, et le reste. Il vaudra mieux que tu te trouves un logement, Marc. » Rapidement. Sur ces mots, elle leur tourna le dos et monta dans sa chambre, fermant doucement la porte sur les ruines de son ancienne vie. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités administratives et légales, mais pour Élise, chaque démarche était un pas vers la libération. Forte des preuves accumulées et des informations sur les secrets financiers de Marc et Sylviane, elle put, avec l'aide efficace de Maître Dubois, sécuriser rapidement ses actifs personnels et ceux de l'entreprise. La séparation de biens fut actée, et la maison, héritage de ses parents, lui revint de droit. Marc, privé de ses accès aux comptes et confronté à la menace des révélations sur son passé financier trouble, n'eut d'autre choix que d'accepter les conditions sans faire d'histoire. Il quitta la maison une semaine plus tard, emportant quelques valises et une dignité en lambeaux, allant s'installer provisoirement chez sa mère. Pour Marc et Sylviane, la chute fut brutale. Privés de la manne financière d'Élise, ils durent affronter une réalité qu'ils avaient toujours refusée. La voiture de sport fut saisie. Les invitations dans le cercle social huppé qu'ils fréquentaient se raréfièrent, les rumeurs allant bon train sur leur soudaine disgrâce financière. Sylviane dut vendre plusieurs de ses bijoux et renoncer à son train de vie ostentatoire. On la voyait parfois faire ses courses au supermarché local, l'air aigri et dédaigneux, elle qui ne jurait que par les épiceries fines. Marc, incapable de maintenir ses apparences, perdit plusieurs contacts professionnels et sombra dans une apathie morose, ponctuée d'accès de colère impuissante contre Élise, qui l'accusait de tous ses maux dans des messages téléphoniques qu'elle ne prenait même plus la peine d'écouter.
Il ne montra aucun remords, seulement du ressentiment. Sylviane, quant à elle, ruminait sa vengeance, mais ses menaces voilées n'avaient plus de prise sur Élise. Élise, de son côté, traversait cette période avec une étrange dualité d'émotions. Il y avait un soulagement immense, physique presque, de ne plus sentir le poids de leur présence toxique, de ne plus avoir à déchiffrer les sous-entendus ou à anticiper les demandes manipulatrices. Mais il y avait aussi, parfois, une vague de tristesse en pensant aux années perdues, à l'illusion d'amour et de famille qu'elle avait si longtemps entretenue. Ranger les dernières affaires de Marc fut un moment poignant mais nécessaire, comme tourner la page d'un livre terminé depuis longtemps. Elle ne ressentait pas de joie mauvaise face à leur déconfiture, plutôt une sorte de justice immanente et la confirmation qu'elle avait pris la bonne décision, aussi douloureuse fut-elle. Libérée des contraintes financières et émotionnelles qui l'entravaient, Élise commença à redécouvrir qui elle était vraiment. La première chose qu'elle fit fut de s'inscrire à ce cours d'histoire de l'art à l'université locale dont elle rêvait depuis si longtemps. Assister aux conférences, entourée d'étudiants de tous âges partageant la même passion, fut une bouffée d'oxygène intellectuel et social. Elle reprit aussi contact avec d'anciennes amies, négligées pendant des années. Elle apporta de subtils changements à la décoration de la maison, remplaçant les objets choisis par Marc ou Sylviane par des œuvres d'artisans locaux ou des souvenirs de ses propres voyages de jeunesse, faisant de chaque pièce un reflet de sa personnalité retrouvée. Elle investit une partie des fonds sécurisés dans la modernisation de son entreprise textile, explorant de nouvelles fibres écologiques et des designs plus audacieux, insufflant sa propre vision créative dans l'héritage paternel. Julien fut un soutien discret mais constant durant cette période. Il ne posait pas de questions indiscrètes mais offrait une oreille attentive et des distractions bienvenues, une visite à son exposition de photos, où Élise fut surprise de se sentir légère et intéressée, un café partagé en terrasse où il parlait d'art, de voyage, de tout sauf de ses problèmes conjugaux. Sa présence était simple, respectueuse, sans aucune attente. Il la voyait elle, Élise, la femme intelligente et sensible, et non l'épouse bafouée ou la riche héritière. Cette amitié naissante, basée sur des intérêts communs et une estime mutuelle, était un baume sur les blessures encore fraîches, un contraste saisissant avec la relation basée sur l'intérêt et la manipulation qu'elle venait de laisser derrière elle. Un soir, assise dans son salon réaménagé, un livre d'art ouvert sur les genoux, une tasse de tisane fumante à portée de main, Élise sentit une paix profonde l'envahir. Le chemin avait été ardu, les cicatrices resteraient sans doute, mais pour la première fois depuis une éternité, elle se sentait maîtresse de sa vie, de ses choix, de son avenir. La chute de ses anciens bourreaux était actée, mais ce n'était plus son souci principal. Sa propre reconstruction, voilà ce qui importait désormais. Et elle ne faisait que commencer. Le silence de la maison n'était plus pesant, il était serein. C'était le son de sa liberté retrouvée. Une année s'était écoulée. Une année de changements profonds, de défis relevés et d'une reconstruction patiente. Le soleil d'automne dorait les feuilles des arbres dans le jardin, projetant une lumière douce à travers les larges fenêtres de l'atelier qu'Élise avait aménagé dans une aile de la maison. Autour d'elle, des échantillons de tissus aux textures riches et aux couleurs subtiles, des croquis de nouveaux motifs inspirés par ses études d'art, témoignaient de la renaissance non seulement de sa vie, mais aussi de l'entreprise familiale. Les tissages d'Élise, comme elle l'avait rebaptisé, connaissaient un succès inattendu. Sa petite collection capsules, axée sur des fibres naturelles et un savoir-faire artisanal revisité, avait séduit une clientèle en quête d'authenticité et de qualité. Un article élogieux dans un magazine de décoration réputé avait même parlé d'un « souffle nouveau dans la tradition textile française ». Élise souriait en y repensant. Elle n'avait pas cherché la reconnaissance, seulement à exprimer sa propre vision, à créer quelque chose qui ait du sens pour elle. Le succès était venu comme une conséquence heureuse, non comme un but en soi. Sa véritable réussite, elle la mesurait autrement. Dans le calme retrouvé de ses pensées, dans la confiance sereine avec laquelle elle abordait chaque journée, dans la joie simple de se plonger dans un livre d'art ou de partager une discussion animée avec ses camarades de cours à l'université. Elle avait terminé sa première année avec brio, découvrant une passion pour la période médiévale qui la surprenait elle-même. Elle se sentait vivante, alignée avec ses valeurs, enfin elle-même. Les cicatrices du passé étaient là, bien sûr, discrètes comme un filigrane sur un papier ancien, mais elle ne dictait plus sa vie. Elle faisait partie de son histoire, une histoire dont elle avait repris le contrôle.
Julien était devenu une présence importante dans sa vie. Leur amitié s'était transformée doucement en une relation amoureuse, fondée sur un respect mutuel profond et une complicité intellectuelle joyeuse. Il était son partenaire, son confident, son plus grand supporter, mais il n'était pas son sauveur. Élise s'était sauvée elle-même. Leur amour était un jardin partagé où chacun cultivait ses propres fleurs, un espace de soutien et d'admiration réciproque. Ce soir-là, ils devaient assister ensemble à un vernissage. En se préparant, Élise choisit une robe simple mais élégante, d'un bleu profond qui mettait en valeur la nouvelle lumière dans ses yeux. Quant à Marc et Sylviane, leur chemin avait divergé de manière peu glorieuse. Élise avait appris, par des connaissances communes, que Marc avait dû accepter un poste de commercial peu gratifiant après plusieurs mois de recherches infructueuses. Il vivait chichement dans un petit appartement en périphérie. Un jour, par hasard, elle l'avait croisé au marché. Il avait semblé vieillir prématurément, le regard fuyant, l'ombre de l'homme arrogant et charmeur qu'il avait été. Il avait esquissé un geste, peut-être pour lui parler, mais Élise lui avait adressé un léger signe de tête, poli mais distant, et avait continué son chemin sans ralentir. Aucune colère, aucune animosité. Juste la constatation neutre d'une page définitivement tournée. Sylviane, elle, vivait recluse chez une cousine éloignée, se plaignant de ses rhumatismes et de l'ingratitude du monde, mais n'ayant jamais exprimé le moindre regret ni la moindre excuse. Leur chute n'apportait aucune satisfaction à Élise, seulement la confirmation triste mais nécessaire qu'elle avait échappé à une vie d'illusions toxiques. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, le téléphone sonna. C'était Maître Dubois. « Chère madame », commença le vieux notaire avec sa courtoisie habituelle, « je voulais simplement vous informer d'un détail amusant concernant la succession de votre père. En finalisant certains dossiers anciens, nous avons retrouvé la trace d'un petit portefeuille d'actions très anciennes, considéré comme sans valeur à l'époque. Il s'avère qu'avec les fusions et acquisitions modernes, ces actions valent aujourd'hui une petite fortune inattendue. Une somme considérable, à vrai dire. Félicitations, Élise. C'est comme si votre père veillait encore sur vous, d'une certaine manière. » Élise resta silencieuse un instant, stupéfaite. Ce n'était pas l'argent lui-même qui la touchait, mais le symbole. Une sorte de clin d'œil du destin, une bénédiction finale sur son nouveau départ. Elle raccrocha, un sourire flottant sur ses lèvres. Elle pensa à ce qu'elle ferait de cet argent inattendu, une partie pour développer l'entreprise de manière éthique, une autre pour créer une petite bourse d'aide aux femmes souhaitant reprendre des études ou créer leur activité après une rupture difficile. Transformer son expérience en quelque chose de positif pour d'autres. Julien arriva, élégant et souriant. « Prête ? Tu es magnifique, Élise. » Elle prit son bras, sentant la chaleur rassurante de sa présence. En sortant dans la fraîcheur du soir, elle leva les yeux vers le ciel étoilé. La vie lui avait réservé des épreuves amères, mais elle lui offrait maintenant un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer un an plus tôt. Un avenir fait de passion, de sens, d'amour partagé, et surtout, d'une profonde et inébranlable paix intérieure. Ce n'était pas seulement une reconstruction, c'était une véritable floraison. La dernière leçon n'avait pas été donnée par elle à Marc et Sylviane, mais par la vie elle-même, à elle. Et elle l'avait apprise. Avec une gratitude infinie, elle se tourna vers Julien, ensemble, ils s'avancèrent vers la lumière et les promesses de la nuit.